Jacques Dutronc, enfant de la génération yéyé et contemporain des Stones, s'est rapidement imposé comme le troisième mousquetaire du rock français, aux côtés de ses pairs, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. En parallèle de sa carrière musicale, Dutronc a également construit une impressionnante carrière cinématographique où il a su captiver le public par sa polyvalence et sa présence à l'écran. Aujourd'hui, à 81 ans, alors qu'il fait face aux réalités du vieillissement, Dutronc se replonge dans son passé glorieux et se confie sur des aspects moins connus de sa vie, des rumeurs amoureuses à ses préoccupations de santé. Rejoignez-nous pour explorer les chapitres inédits de la vie de Jacques Dutronc. Des histoires que vous n'avez jamais entendues. Une danse des cœurs quand Françoise Hardy a rencontré Jacques Dutronc. L'histoire d'amour entre Jacques Dutronc et Françoise Hardy a commencé dans les années 60, une époque où les valeurs traditionnelles étaient remises en question, notamment en France. Françoise, déjà célèbre comme chanteuse, était belle et distante. Elle venait de mettre fin à une relation avec le photographe Jean-Marie Perrier, qui voyageait constamment. Bien qu'elle ait été avec lui pendant longtemps, Françoise se sentait incapable de s'engager dans une relation durable avec lui. C'est à cette période, à la fin des années 60, qu'elle croise la route de Jacques Dutronc. Il était un jeune dandy talentueux avec une attitude décontractée dont la musique a immédiatement attiré son attention. Jacques venait de rompre des fiançailles, probablement par peur de l'engagement. Il était intrigué par cette grande femme élégante, apparemment hors de portée. Et il n'a pas fallu longtemps pour que Françoise se rende compte qu'elle était elle aussi intéressée par lui. Ils n'ont pas précipité les choses. En fait, il leur a fallu près d'1 an à tourner autour l'un de l'autre avant qu'une véritable connexion ne soit établie. Le déclic est venu lorsque leurs amis ont orchestré une réunion dans la nouvelle maison que Françoise venait d'acheter à Monticello, un magnifique village corse. Grâce à ses revenus croissants, elle s'était offert une maison sur les hauteurs, et cette fête était l'occasion parfaite pour ses amis de jouer les entremetteurs. Pendant les festivités, les amis de Jacques ont lancé un pari. S'il parvenait à passer la nuit avec Françoise, il devrait porter un vêtement rouge le lendemain. Fidèle à leur esprit joueur, le groupe s'est finalement éclipsé, laissant Jacques et Françoise seuls, libres d'explorer leurs sentiments. Le lendemain matin, Jacques portait fièrement une chemise rouge. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Quant à Françoise, elle avait tellement bu pour calmer ses nerfs qu'elle se souvenait à peine de la soirée, à part le fait que Jacques lui avait parlé pendant des heures. « Nous avions tellement peur l'un de l'autre que j'ai bu pour la première fois de ma vie, et il en a fait autant », se souviendra plus tard Françoise dans sa biographie. Sauf qu'il était bien plus habitué aux alcools forts que moi. Leur relation était aussi passionnée que compliquée. Tous deux étaient profondément passionnés, mais leurs carrières respectives les tiraient constamment dans des directions opposées. Avec le temps, Jacques devint connu pour son habitude d'annuler des rendez-vous avec Françoise. Quand il n'était pas avec ses amis, il était souvent vu en compagnie d'autres femmes. Et quand ses amis le questionnaient à ce sujet, Jacques répondait simplement « Je ne veux pas faire comme tout le monde, passer tout mon temps avec Françoise au début pour ensuite la tromper. Autant commencer par la fin et finir par l'engagement. » Françoise n'était pas dupe. Elle soupçonnait ce qui se passait et souffrait en silence, canalisant sa douleur et son chagrin dans sa musique. Ses albums devinrent un exutoire pour les montagnes russes émotionnelles qu'elle vivait avec Jacques. Cette relation tumultueuse servit de matière à plusieurs de ses succès, comme « À quoi ça sert ?» et « Il voyage », où elle exprimait ses frustrations et son désir d'une relation plus stable. Un nouveau chapitre après la naissance de Thomas. Les choses changèrent en 1973 avec la naissance de leur fils Thomas. Françoise, toujours la plus terre-à-terre, espérait que l'arrivée de leur enfant les rapprocherait et stabiliserait leur relation. Ils s'installèrent dans une maison dans le 14e arrondissement de Paris, avec un jardin, et commencèrent une vie de famille plus traditionnelle. Mais Jacques ne changea pas vraiment ses habitudes. Il continua à se laisser aller à ses anciennes manies, et sa carrière cinématographique ne fit que compliquer les choses.
une de ses liaisons les plus célèbres fut avec la captivante Romy Schneider, avec qui il eut une aventure pendant le tournage de L'important c'est d'aimer. Cette relation, intense mais brève, se termina dès la fin du tournage. Françoise, comme toujours, encaissa la douleur en silence, l'exprimant à travers sa musique. Dans des chansons comme « Il y a eu des nuits », elle dévoila l'angoisse d'aimer quelqu'un qui ne pouvait pas rester fidèle. « Il y a eu des nuits où je mourais de toi, comme on meurt de faim », chantait-elle, reflétant ses sentiments pour Jacques. Mais Jacques voyait ces détours comme une partie de la vie. Comme il le disait souvent, ce n'est pas parce qu'on crève un jour qu'il faut jeter la voiture. Malgré les hauts et les bas, ils ont finalement décidé de rendre leur relation officielle. En 1981, ils se sont mariés en Corse. Ce fut une cérémonie discrète, avec beaucoup moins d'invités que prévu, à peine une douzaine, bien qu'ils aient prévu de la nourriture pour 150 personnes. Fidèle à son style habituel, Jacques a fini par enterrer les gâteaux restants dans le jardin. Françoise espérait une nuit de noces spéciale, mais après lui avoir demandé si elle était heureuse, Jacques s'est immédiatement endormi, ivre. « J'étais touché mais un peu déçu », admettra plus tard Françoise. Leur mariage n'avait rien de conventionnel. Jacques passait la majorité de son temps en Corse, tandis que Françoise restait à Paris. Ils communiquaient par email et ne se voyaient que pour de rares repas partagés. Au début des années 2000, ils ont même déménagé dans des parties séparées d'une maison à Paris. Jacques a pris le premier étage, Françoise le second. Il gardait le contact avec Françoise qui préparait des repas pour Jacques et leur fils, Thomas, mais il était évident que leur relation avait évolué vers autre chose. Jacques a entamé une relation à long terme avec une femme plus jeune, Sylvie, mais a refusé de divorcer de Françoise. Aimer quelqu'un, c'est le laisser vivre, avait finalement accepté Françoise. Au final, leur relation, bien que non romantique, s'est transformée en une profonde amitié qui a duré toute leur vie. Jacques plaisantait souvent en disant qu'il mourrait le premier, laissant Françoise une belle veuve. Mais avec le temps, cette blague a cessé d'être amusante, car la santé de Jacques déclinait, résultat de ses années à fumer des cigares et à boire. Françoise, qui s'était habituée à la solitude, trouvait de plus en plus difficile d'imaginer la vie sans lui. Dans l'une de ses dernières chansons, « Rendez-vous dans une autre vie », elle semble reconnaître la fin de leur histoire d'amour extraordinaire, chantant « On se retrouvera dans une autre vie pour s'aimer mieux et plus qu'aujourd'hui ». Sylvie Duval, la femme derrière les dernières années de Jacques Dutronc. Le triangle amoureux entre Françoise Hardy, Jacques Dutronc et Sylvie Duval s'est déroulé sur plusieurs décennies, avec Hardy reconnaissant ouvertement le rôle de Duval dans la vie de Dutronc. Leur relation complexe a commencé après que Hardy et Dutronc se soient éloignés dans les années 1990, bien qu'ils soient restés mariés et vivaient dans la même maison. Hardy se définissait comme la meilleure amie de Dutronc et exprimait son soulagement de voir que Duval pouvait offrir à Jacques le soutien qu'elle ne pouvait plus lui apporter. Duval, qui est entré dans la vie de Dutronc lors d'un tournage en 1997, est devenu indispensable pour lui sauvant même la vie à 2 reprises. Hardy parlait de Duval avec bienveillance lors d'entretiens, admirant sa capacité à prendre soin de Jacques, disant même en plaisantant « Elle sait tout faire, sauf des chansons ». L'histoire d'amour a pris un tournant en 1997, lorsque Jacques a rencontré Sylvie Duval pendant le tournage de Place Vendôme. Françoise, toujours réaliste, savait que son mariage avec Jacques n'était plus romantique, mais ils ont maintenu un lien. Malgré cela, Hardy a accepté Duval dans la vie de Dutronc, exprimant même sa gratitude pour sa présence. Sylvie, une grande brune discrète, a joué un rôle important en prenant soin de Jacques, comme Françoise ne pouvait plus le faire. Françoise avait confié un jour à Gala « Je suis contente qu'il ait Sylvie. Je ne pouvais plus faire ces choses pour lui. »
Les deux femmes, bien qu'évoluant dans la même orbite, n'avaient aucune animosité. Sylvie s'effaçait lorsqu'il s'agissait de la présence de Françoise dans leur maison en Corse, respectant ainsi son espace. Comme l'a dit avec humour Françoise, « Sylvie sait tout faire, cuisiner, réparer les toits, rempailler des chaises, tout, sauf écrire des chansons. » Après le décès de Françoise, Sylvie a pris une place encore plus importante, restant aux côtés de Jacques durant son deuil. Françoise, toujours introspective, avait déjà exprimé dans son autobiographie son acceptation du rôle de Sylvie. C'est magnifique de devenir la meilleure amie de son mari. L'amour entre Françoise et Jacques avait évolué vers quelque chose de plus profond que la romance, mais la présence de Sylvie était devenue cruciale pour le bien-être de Jacques. Ce triangle, bien que non conventionnel, reflétait la complexité et l'évolution de l'amour au fil du temps. Dans ces dernières années, Françoise reconnaissait ouvertement l'importance de Sylvie dans la vie de Jacques. Elle déclara dans une interview à Paris Match en 2016 « J'espère qu'il restera avec elle, car il serait perdu sans elle. » Ces mots, pleins à la fois d'admiration et d'acceptation, révèlent la dynamique unique qui s'était développée entre eux trois. Comme Jacques l'a révélé plus tard, Sylvie lui avait sauvé la vie à plusieurs reprises, un témoignage de son rôle vital non seulement en tant que compagne, mais aussi en tant que soignante dans ces dernières années. Faire face au deuil et renouer avec les anciennes amitiés. La disparition de Françoise Hardy en juin 2023 a été un choc pour Jacques Dutronc, qui avait partagé plus de 30 ans d'amour avec elle, même après leur séparation. Malgré cette perte, Jacques a trouvé du réconfort auprès de ses amis proches, notamment Alain Chamfort. Une photo récente partagée sur les réseaux sociaux montre Jacques souriant aux côtés de Chamfort lors d'une réunion en Corse. Son fils, Thomas Dutronc, a assuré au public que, malgré certains problèmes de santé, son père faisait face et gardait le moral. Jacques Dutronc a toujours eu une manière discrète de gérer ses émotions, une attitude que son fils comprend bien. Il ne montre rien, mais je sais qu'il est profondément affecté, a confié Thomas dans une interview récente. Depuis la disparition de Françoise, Jacques passe du temps en Corse, s'appuyant sur des amis de longue date comme Chamfort. Leur amitié, qui remonte aux années 1960, a résisté à l'épreuve du temps. Chamfort, lui-même en convalescence après des problèmes de santé, a posté une photo touchante sur Instagram, capturant ce moment léger entre les deux amis. Sur la photo, Jacques, avec son cigare signature, semble détendu, prenant une pause dans son chagrin. Le post de Chamfort, empreint de nostalgie, a été salué par des commentaires bienveillants, dont un de Thomas, qui regrettait de ne pas avoir pu être présent. Jacques et Thomas partagent un lien empreint de retenue. Ils évitent de discuter de la disparition de Françoise, et Thomas a reconnu que l'émotion est enfouie, mais peut ressurgir à tout moment. Leur manière réservée de gérer le deuil contraste avec l'expression musicale qu'ils partagent, les ayant rapprochés lors de leur tournée en 2022. Bien que Jacques se ménage, surtout pendant les mois d'été, son humour et ses amitiés l'aident à traverser ces moments difficiles. Les souvenirs de Françoise sont encore frais, mais des moments comme sa réunion avec Chamfort montrent que Jacques commence à retrouver le sourire. À travers les hauts et les bas, le soutien de son fils et de ses vieux amis reste une source de force pour cette légende de la musique française. Les problèmes de santé de Jacques Dutronc. Les problèmes de santé de Jacques, en particulier après une opération pour une hernie au début de 2022, sont devenus une source de préoccupation. Physiquement, Jacques montre des signes de ralentissement au fil des ans. Bien que cette fragilité ait limité les activités quotidiennes de Jacques, Thomas a rassuré les fans en disant que dans l'ensemble, il va bien. Malgré ces défis, son fils Thomas a affirmé que Jacques allait bien avec des visites régulières et une perspective positive. Beaucoup de gens pensent qu'il est en meilleure forme qu'il y a quelques années, a-t-il déclaré en partageant les dernières nouvelles sur la condition de son père. Après des décennies de succès musicaux,
Jacques s'est progressivement retiré des projecteurs. Sa tournée de 2022 avec Thomas a marqué le dernier grand événement de sa carrière et depuis, il a opté pour une vie plus tranquille en Corse. Il ne bouge plus beaucoup, a déclaré Thomas, indiquant que Jacques préfère désormais une existence plus paisible, loin de l'agitation des concerts et de la vie publique. Le rebelle qui a conquis la musique et le cinéma français. La vie de Jacques Dutronc, aujourd'hui, est bien différente de l'énergie sauvage qui a marqué ses premières années en tant que jeune musicien rebelle dans les années 1960. Pour vraiment comprendre comment il est devenu une figure légendaire de la musique et du cinéma français, il faut revenir à ses débuts. À cette époque, son humour aiguisé et son style unique ont rapidement conquis une génération, posant les bases de son ascension vers la célébrité. Jacques Dutronc a commencé sa carrière musicale dans les années 1960, d'abord en tant que guitariste dans plusieurs groupes de rock. Son premier grand succès est venu en 1966, avec le titre satirique « Et moi, et moi, et moi », qui est rapidement devenu un hymne générationnel. Ses paroles pleines d'esprit et rebelles, souvent empreintes d'ironie sociale, ont résonné auprès de la jeunesse française. Ce fut le début de sa carrière solo, au cours de laquelle il a sorti des titres emblématiques comme « Les Cactus » et « Il est 5 heures, Paris s'éveille ». Ce dernier, sorti en 1968, a été élu l'une des meilleures chansons françaises de tous les temps et reste une référence culturelle de cette époque. Le mélange unique de pop française et de rock de Dutronc, combiné à ses commentaires acerbes sur la société, le distingue des autres musiciens de son époque. Il est devenu l'incarnation de l'artiste cool et détaché, tout en ayant une musique empreinte de profondeur et de pertinence sociale. Au fil de sa carrière, il a sorti 11 albums studio, avec des succès qui sont aujourd'hui des classiques intemporels de la musique française. Dans les années 1970, Dutronc a commencé à s'aventurer dans le cinéma, prouvant que ses talents allaient bien au-delà de la musique. Il a collaboré avec certains des plus grands réalisateurs français, dont Jean-Luc Godard et Claude Lelouch. Son rôle le plus marquant est venu en 1991, lorsqu'il a incarné Vincent Van Gogh dans le biopic de Maurice Pialat, Van Gogh. Sa performance lui a valu un César du meilleur acteur en 1992, confirmant sa place en tant qu'acteur sérieux dans l'industrie cinématographique française. Sa carrière d'acteur s'est poursuivie tout au long des années 1990 et 2002. Il est apparu dans plusieurs films acclamés, dont Merci pour le chocolat et Place Vendôme, pour lesquels il a été nommé à un autre César. Sa transition de la musique au cinéma s'est faite en douceur, et sa personnalité réservée et énigmatique a fait de lui une présence captivante à l'écran. Jacques Dutronc et Indiana Jones, un rendez-vous manqué avec Hollywood. Dans son autobiographie « Et moi, et moi, et moi », Jacques Dutronc révèle un épisode surprenant. Il a failli être choisi pour incarner René Belloc, le méchant de Les Aventuriers de l'Arche perdue. Spielberg, admirant les performances de Dutronc dans L'important c'est d'aimer et Sale rêveur, l'a invité à déjeuner à Paris et à Londres. Spielberg le considérait comme son premier choix et pensait que Dutronc pourrait surpasser Robert Redford s'il maîtrisait l'anglais. Malgré plusieurs rencontres, Dutronc a décliné le rôle en raison de sa mauvaise maîtrise de l'anglais, craignant que cela ne ralentisse la production. Aux yeux de Spielberg, Dutronc était le candidat idéal. Le réalisateur avait été profondément impressionné par son charisme naturel et ses compétences d'acteur, déclarant dans le magazine Première, en 1981, « Jacques Dutronc était mon premier choix. C'est une vraie star. Il aurait pu être plus grand que Redford s'il avait appris l'anglais. » Spielberg était tellement convaincu des capacités de Dutronc qu'il lui avait même proposé des cours particuliers d'anglais. Malgré cet enthousiasme, Dutronc a choisi de ne pas poursuivre cette opportunité, affirmant dans ses mémoires « Je n'étais pas assez passionné par le métier d'acteur pour le regretter ». Spielberg avait initialement repéré Dutronc après avoir vu Sale rêveur de Jean-Marie Perrier,
et L'important c'est d'aimer d'Andrzej Jouawski et était déterminé à l'inclure dans la distribution. Après son refus, le rôle de Belloc est finalement revenu à l'acteur britannique Paul Freeman. Bien que le chapitre d'Indiana Jones ne se soit pas concrétisé pour Dutronc, il a continué de briller dans le cinéma français, prouvant que, même s'il a manqué la gloire hollywoodienne, il est toujours resté une étoile brillante à part entière. Et c'est ainsi que se termine notre plongée fascinante dans la vie de Jacques Dutronc. Il a vécu une vie pleine de moments inoubliables. Mais même à 81 ans, son histoire continue de captiver. Est-ce qu'une de ses chansons ou de ses films vous rappelle votre propre jeunesse? Nous serions ravis d'entendre vos souvenirs et de savoir comment son travail a touché votre vie. Partagez-les avec nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plus d'histoires sur des artistes emblématiques. Merci de nous avoir suivis.